Bonjour Charles, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, mon nom est Chantal Coulombe, je suis présidente et chef de la direction du Collège administrateur de société. Et il me fait plaisir à nouveau cette semaine d'être avec vous pour discuter cette fois-ci de leadership. C'est important dans la situation que l'on vit et on vous propose donc un entretien avec Charles Baron, qui est professeur titulaire au département de management de la faculté d'administration et qui est formateur au collège, qui est d'ailleurs l'un de nos coordonnateurs du module 5. Alors, certains d'entre vous vont revivre des bons moments, nous l'espérons. Donc, Charles est psychologue aussi de formation. Nous avons reçu plusieurs questions au cours de la dernière semaine. Charles va répondre aux questions tout au long de son entretien avec moi. Bonjour Charles, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien toi-même? Très bien, merci. Oui. Le soleil s'est pointé le bout du nez, alors ça fait du bien. Alors, merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour discuter leadership en cette période importante. On est convaincus que les administrateurs ont un rôle à jouer important dans la suite des choses. Alors, pas de mieux que de travailler nous-mêmes aussi sur cet aspect important. Alors, je te cède la parole d'entrée de jeu. Super. Merci beaucoup, donc Chantal. Donc, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais je vous sens présent. Alors, écoutez, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion que je mène depuis un certain temps par rapport aux périodes de transition massive. La pandémie, à mon sens, c'est probablement un coup d'envoi à une période de transition massive qui va avoir lieu donc dans les organisations puis dans le monde. Et je vais vous présenter un peu cette grille de lecture-là dans la mesure où elle peut vous aider à avoir plus de discernement, plus de perspective par rapport à la nature de ce qui est en cours finalement. Puis ensuite, je prends le temps pour regarder avec vous des façons dont on peut trouver du sens ou trouver une posture comme leader qui est plus intéressante puis qui peut être porteuse de confiance, de sens puis d'espoir donc pour vos collaborateurs. Alors donc, et donc, je vous fais aussi je vous partage ça autant comme administrateur, mais aussi comme dirigeant, puis comme parent, dans la mesure où vos entourages, où que vous soyez actuellement, ressentent vraisemblablement le besoin d'avoir de la clarté, d'avoir de la confiance et de l'espoir par rapport à ce qui vient. Donc, si on s'attarde au contexte des transitions massives qui s'observent actuellement, il y a plusieurs prospectivistes donc, que j'estime qui voient justement la pandémie comme le coup d'envoi d'une période de transformation importante pour l'humanité. De fait, l'anxiété marquée qu'on sent actuellement dans la population s'explique difficilement par les dangers réels que pose la COVID-19. Il y en a assurément, mais c'est assez frappant de voir qu'on a tous senti vers la mi-mars qu'on venait d'entrer dans une nouvelle ère, qu'il y avait un avant puis qu'il y aurait un après ce moment où le monde a changé. Mais de quoi parle cette anxiété-là? Bien, tout d'abord, elle parle du fait qu'on arrive vraisemblablement au terme d'un cycle économique qui a d'une durée de 100 ans, qui est fondé sur l'endettement puis qui va vraisemblablement se conclure par une dépression économique. Quand on regarde les caractéristiques de l'économie actuelle, notamment l'écart de richesse donc dans les pays, il y a vraiment énormément de similarités entre notre économie et celle qui avait lieu dans les années 1929. Ensuite, quand on regarde les prévisions quant au changement climatique, il y a peu de doute par rapport au fait qu'il y a des changements majeurs, donc qui vont être vécus à ce niveau-là aussi, des grands dérèglements qui vont être marqués par des catastrophes naturelles, des catastrophes humanitaires de plus en plus fréquentes. En fait, quand on regarde l'étude d'évolution des civilisations, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a plusieurs systèmes qui s'effondrent de façon simultanée, c'est souvent le symptôme que c'est la fin d'une civilisation proprement dite. Là, je sais que ça a l'air d'un terme énorme, mais de facto, quand on regarde à travers l'histoire, il n'y a aucune civilisation qui a duré plus de 250 ans. C'est-à-dire qu'en général, au bout de 10 générations, il y a un changement de mode d'existence qui s'opère. Quand on regarde, donc, toutes les civilisations, sans exception, se sont éteintes au bout de 250 ans. Il y a un anthropologue, Glug, donc, qui a fait dégager des patterns, des invariants sur différentes phases d'évolution des civilisations. Juste vous donner un aperçu de ça. Donc, il souligne qu'après les âges des pionniers, des conquérants et des commerçants, survient l'âge de l'abondance, où l'éthique du service s'estompe, où les jeunes sont mus par l'ambition et l'appât du gain, et où l'éducation ne vise plus à apprendre mais à obtenir des diplômes et des emplois bien rémunérés. À cette phase succède l'âge de l'intellect où les arts et les connaissances sont à leur apogée, où les réflexions intellectuelles inondent l'espace public sans transposition dans l'action, où on croit que les problèmes peuvent être résolus par l'intelligence plutôt que par le sens des responsabilités et le courage, et où les différents groupes sociaux se vivent en compétition.
Enfin, à l'âge de la décadence, la richesse et le pouvoir sont de plus en plus empreints de narcissisme, de consumérisme, de nihilisme, de fanatisme et de frivolité. Les masses idolâtrent les athlètes, les acteurs et les chanteurs, clament leurs droits et se divertissent sans préoccupation morale, tandis que les États ouvrent leurs frontières sans mesure d'intégration adéquate et s'engagent dans des dépenses en santé, en éducation et en services sociaux qui deviennent éventuellement insoutenables. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je reconnais plusieurs des éléments de notre situation actuelle dans cette description-là. Et on parle des civilisations étrusques, romaines, etc. Et ce qui est troublant, c'est que même si une société était très avancée au niveau de sa gouvernance, par exemple, ou très avancée au niveau technologique, ça ne changeait rien au fait qu'à un moment donné, il y avait un changement. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la fin d'une époque. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui est en train de disparaître vraisemblablement. Il y a quelque chose encore instant qui est en train de naître. Et il est assez vraisemblable que la civilisation qui va suivre, donc dans laquelle on est engagé, en fait, va permettre une vie sur Terre qui va être beaucoup plus intéressante. Pour nous aider à comprendre ce qui meurt puis ce qui naît, il y a un autre prospectiviste, Jeremy Rifkin, qui partage des observations intéressantes sur les révolutions industrielles qui ont cours qui vont propulser des civilisations. Et ce qu'il souligne, c'est que, donc pour lui, une révolution industrielle, c'est lorsqu'il y a un changement dans les modes de communication, d'énergie et de transport qui ont lieu de façon simultanée. Donc, dans la civilisation moderne, ça s'est manifesté comment, la révolution industrielle? Bien, avec la mise en place de réseaux étendus et centralisés de communication, comme le télégramme et le téléphone, l'exploitation des énergies fossiles et électriques, et des moyens de transport structurants comme le chemin de fer et les autoroutes. Cette dernière révolution a permis d'opérer de façon coordonnée à travers de grands territoires, de décupler les capacités de production et de concentrer la propriété des moyens de communication, de transport, de production dans les mains d'une élite qu'on présumait éclairée. Donc, c'est vraiment une ère sous le signe de l'indépendance qui était marquée par des présomptions de séparation, de compétition, de prise de contrôle unilatérale de soi, des autres et du monde. La civilisation moderne qui est en train de naître, elle, semble être propulsée par une révolution industrielle qui est en cours actuellement, qui est lancée par le développement de l'Internet et qui amène nos communications à s'opérer essentiellement dans des espaces qui sont décentralisés et où l'information peut être détenue, créée et partagée au profit du pouvoir d'agir des individus et des collectivités. On a déjà pensé à Wikipédia, par exemple, au printemps arabe, où on a pu observer ça. Le changement s'opère aussi au niveau des changements des formes d'énergie avec le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, notamment grâce à des panneaux solaires, à des éoliennes, qui risquent d'opérer de plus en plus à partir des résidences des particuliers et qui vont être mises en réseau entre particuliers, un peu comme dans un Internet de l'énergie finalement, où on va se redistribuer l'énergie qu'on produit de part et d'autre. Finalement, il y a une transformation des modes de transport qui va se manifester par un Internet des objets qui va permettre de faire transiter des biens d'une région à l'autre en continu, en coordonnant des transports locaux en réseau. Ensuite, il va y avoir une transformation qui va impliquer un transfert des lieux de production qui va passer des manufactures à l'étranger, vraisemblablement à des imprimantes 3D dans nos maisons. Et on va aussi partager des ressources à travers les lieux, comme par exemple Airbnb permet de partager des lieux, des ressources à travers les lieux. Donc, cette troisième révolution industrielle va se distinguer par un coût de production qui va être plus faible, une marge de profit moindre, puis des transactions financières où les clients vont passer du statut de propriétaire au statut d'utilisateur. Ce faisant, l'économie mondiale va s'aligner sur une ère de partage où les infrastructures locales vont être mises en réseau à l'échelle globale, ce qui va ouvrir une ère qu'on appelle glocale, donc où le global et le local vont se fusionner. Et c'est vraiment une phase qui va être marquée par l'interdépendance. Alors, si on regarde ici, donc, nos modèles organisationnels, entre autres, actuellement, sont encore très structurés, très top-down, très centralisés, et le monde de demain va vraisemblablement être structuré d'une façon beaucoup plus en réseau, structuré, décentralisé, sur le signe de l'interdépendance et du partage. Donc, évidemment, tout ça ne sera pas du jour au lendemain. On peut s'attendre à ce que certaines organisations perdurent dans le mode actuel, mais plus rapidement qu'on l'anticipe, la game va changer. Rifkin relate d'ailleurs que les changements les révolutions industrielles se produisent entre 25 et 30 ans. Alors donc, ça se pourrait qu'à l'intérieur même de 20 années, la transition en cours donc, se soit consommée.
Donc, si on voit la période actuelle comme une grossesse pour le monde à naître, on gagne à nous situer comme dans le premier trimestre. Donc, on est vraiment juste à l'étape des maux de cœur, du fait qu'on se sent épuisé, mais on est vraiment loin des premières contractions puis des poussées finales. Donc, en ce sens-là, c'est pas le temps de s'énerver, c'est le temps de ralentir, de préparer le nid pour la suite. Donc, c'est une période qui peut susciter en vous des réactions de contraction, de rigidification de vos façons de penser, vos façons d'agir habituelles, ce qui est logique en situation de changement impromptu ou très marqué. Puis donc, ça pose le défi de reconnaître puis suspendre nos réactions émotionnelles, puis notre pilote automatique pour reconnaître ce qui est vraiment en train de se passer. Il y a une complexité actuellement qu'on gagne à reconnaître, très, très à l'affût de qu'est-ce qui est en train de se passer. Présumez pas qu'on le comprend encore. Donc, ici, l'idée de répéter les formules du passé apparaît pas appropriée dans la mesure où est-ce qu'on va nécessairement être décalé par rapport aux réalités émergentes. Donc, c'est un temps pour observer, pour voir les choses sous un jour nouveau, pour laisser aller nos préférences, nos plans, puis un temps pour laisser émerger donc nos intuitions par rapport aux gestes justes à poser. Donc, on s'engage vraiment dans une période d'incertitude, une période où on va se sentir vulnérable, assurément, et où il est important, comme administrateur, comme dirigeant, puis comme citoyen, d'être capable de déterminer quel est le niveau de complexité ou de compréhension que l'on a actuellement des choses. Il y a un homme qui s'appelle David Snowden qui a développé un modèle qui s'appelle Kinefin. Kinefin, c'est un terme gallois qui renvoie aux différents habitats dans lesquels un être humain peut se déployer. Et lui, ce qui relate, c'est qu'essentiellement, on peut comprendre les mondes dans lesquels l'être humain se déploie selon qu'il soit dans des réalités prévisibles ou ordonnées. On pourrait parler d'ordre, puis un monde qui peut être désordonné ou imprévisible. Alors, le monde qui est... Excusez-moi, le perfectionniste en moi qui ne me relâche pas. Donc une première sphère de nos vies dans laquelle on peut se retrouver, c'est des réalités qu'on va dire simples ou hautement prévisibles. Donc, il y a des situations dans nos vies où on sait ce qui se passe exactement, on sait comment agir, il y a des meilleures pratiques qui sont éprouvées. C'est juste des situations où on doit appliquer le connu. Par exemple, faire un gâteau, il y a vraiment des meilleures pratiques. Dans certains secteurs, il y a des meilleures pratiques qui sont reconnues, on n'a qu'à les appliquer. Par ailleurs, il y a des situations qui présentent un niveau de complexité qui sont, on va dire, plus compliquées. C'est-à-dire que la situation sur laquelle on veut intervenir demande de l'analyse, demande qu'on analyse bien la situation, qu'on définisse le problème, qu'on regarde nos différentes options et qu'on les applique, donc à ce moment-là, d'une façon expérimentée. Donc, par exemple, lorsqu'on construit une fusée pour aller dans l'espace, donc quand les Russes, par exemple, les Américains ont fait ça, on a créé sensiblement les mêmes protocoles, suivi sensiblement les mêmes étapes, parce qu'on prenait appui sur des experts qui ont défini le problème, essayer de trouver les meilleures façons de faire. Et là, on est vraiment dans un domaine, c'est pas des complications, c'est compliqué, pardon. Donc, c'est ça. Donc, on est dans un domaine où il y a des meilleures pratiques, littéralement, dans lesquelles on peut s'engager. Mais on est encore dans du domaine du prévisible. Bien, par ailleurs, d'autres situations où est-ce qu'on est dans du domaine du complexe. Et là, à ce moment-là, la situation, on peut pas la comprendre à l'avance, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'immerger dans la situation pour la comprendre, dans la mesure où il y a les choses sont beaucoup moins prévisibles, il y a des patterns, et quand on bouge, les patterns bougent avec nous. Alors donc, ça prend un temps pour s'immerger, on va expérimenter, on va essayer des choses avec d'autres, on va se faire une tête on va essayer de développer des pratiques qui sont en phase avec la situation, et on est vraiment ici dans des pratiques qui sont émergentes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut être répliqué à ce moment-là. Alors, élever un enfant, faire preuve de leadership, soutenir le développement d'une organisation, c'est des situations où c'est complexe. On ne peut pas appliquer une recette. Il y a vraiment, on danse avec le vivant et on est dans l'expérimentation et puis beaucoup dans la confiance dans nos collaborateurs, dans leur bonne foi, dans la mesure où on ne peut pas y arriver seul, on ne peut pas arriver à se faire une tête qui est seule. Finalement, vient un autre
un autre temps de réalité, si je peux dire, qui est des réalités chaotiques. C'est un peu ce que l'on a connu lorsque la pandémie a été déclarée, qu'on a fermé les frontières, c'est-à-dire que là, il y avait même plus de pattern. Il était tout simplement pas possible de voir de lien de causalité entre un geste qu'on pose puis l'impact que ça va avoir. Alors, à ce moment-là, tant que la situation est chaotique, on a besoin, comme dirigeant, comme leader, d'être très, très à l'affût de ce qui se passe, d'écouter ses instincts et de poser des gestes pour stabiliser la situation, pour essayer de nous retrouver dans un espace complexe où on peut commencer à déceler des patterns, où on peut commencer à comprendre un peu ce qui se passe. Alors, on peut créer dans les organisations, pour les bienfaits de la créativité, des espaces chaotiques où on suspend les contraintes habituelles pour imaginer les choses autrement. Mais autrement, lorsqu'on est plongé dans le chaos, le rôle des leaders, ça va souvent être d'agir. Et donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas le temps d'analyser. On doit agir. Agir devient notre source d'information. Et là, on va métaboliser le feedback de cette information-là pour poser les gestes justes. Et là, on développe vraiment des pratiques inédites. C'est-à-dire qu'on va se mettre à expérimenter des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans un autre contexte parce que c'était ce qui a fonctionné dans l'instant. Donc ici, quelques dangers ou quelques éléments à garder en tête, c'est que bien souvent, on ne sait pas dans quelle sphère de la réalité on se trouve. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment important de ne pas confondre des situations, de présumer que des situations soient simples ou compliquées alors qu'elles sont chaotiques et complexes, parce que ça peut faire des atterrissages extrêmement brutaux. Donc, on pense au président américain, entre autres choses, qui voit tout comme étant un problème simple. Quand on se retrouve dans des situations chaotiques, ça peut donner des résultats absolument désastreux. C'est pour ça qu'il y a un petit cliff ici, une falaise donc, dans ce dessin-là. Un autre aussi enjeu, c'est d'essayer d'analyser et de trouver des plans seuls en situation imprévisible. Quand on est en situation désordonnée, imprévisible, on a besoin des autres pour voir qu'est-ce qu'ils expérimentent, qu'est-ce qu'ils essaient, qu'est-ce qu'ils comprennent, et de croiser nos intelligences autant pratiques qu'intellectuelles pour essayer d'arriver au meilleur plan de match possible. Et finalement, un dernier élément qui est majeur, c'est la nécessité de ne pas aller nécessairement systématiquement, aborder les situations en fonction de notre style naturel d'analyse. Si quelqu'un a développé une haute expertise et aime analyser les situations longtemps, en situation complexe, c'est pas la chose à faire. Si un entrepreneur aime se lancer dans le vide pour voir qu'est-ce que ça donne, dans une situation compliquée, c'est pas la meilleure chose à faire. Alors donc, il y a vraiment discerner qu'est-ce que la situation demande et ça va être un effort que vous aurez assurément amené à faire de façon régulière comme dirigeant, comme administrateur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, quel type de dynamique relationnelle est-ce que l'on peut créer pour favoriser ça? Parce qu'ultimement, comme leader, il y a une grande part du travail que l'on a à faire, c'est d'aider les gens à prendre conscience de leur mode d'opération, puis de les aider à sortir d'un mode où ils vont être apeurés, où ils vont être crispés, où ils vont se camper dans des positions connues pour être plus créateurs, imaginer les choses autrement. Il y a un homme qui s'appelle Cartman qui a développé un modèle de compréhension du fonctionnement humain dans lequel, lorsqu'on n'est pas à notre meilleur. Donc, et Cartman donc, nous disait que la posture en situation de changement abrupt va nous amener souvent à nous camper comme une victime. Et donc, par rapport à la pandémie, par exemple, certaines organisations, certains CA, certains dirigeants ont pu voir la pandémie comme une situation qui les plaçait dans une situation d'impuissance injuste. Ils ont ressenti donc de l'impuissance et on peut être en quête de sauveurs, par exemple, qui pouvaient les sortir de cette situation-là ou eux-mêmes essayer d'être des sauveurs pour leur organisation. Quand on se positionne comme sauveur, par exemple, ce qu'on communique aux gens autour de nous, c'est qu'ils sont des victimes qui n'ont pas le pouvoir eux-mêmes d'agir et ça peut avoir un effet fort débilitant. Et pour que comme la troisième posture en lien avec ce triangle du drame qui a été écrit par notre ami Cartman, c'est le fait qu'il y ait un persécuteur ou à la rigueur un problème qui est la cause finalement de nos maux. Alors donc à ce moment-là, de dire c'est la faute du problème, c'est la faute de telle personne, de Donald Trump, des Chinois par exemple, à ce moment-là, on est vraiment dans une dynamique où on reste dans une dynamique de drame. Et c'est une situation qui est vraiment très réactive, qui nous coupe de tout notre pouvoir. Il
Il y a un homme qui s'appelle David Emerald qui, par ailleurs, en voyant cette dynamique dans laquelle on peut se retrouver à différents moments de notre vie ou comme organisation, il disait il y a des postures qui permettent de transcender les limites de ces façons de faire face à l'adversité. La première, c'est d'aborder les choses comme créateur. Et donc, comme créateur, ce qu'on va se trouver à faire, c'est de se dire oui, il y a de l'adversité, oui, c'est pénible, oui, effectivement, on se sent momentanément impuissant, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Et ce que ça présuppose pour être créateur, c'est d'accepter la situation. Arrêter de refuser, on accepte ce qui se passe et on se ramène à notre intention. C'est-à-dire, on laisse aller nos plans, on accepte que ce qu'on avait anticipé, ce que l'on souhaitait, tout ce que l'on avait mis en branle, ça ne tient plus la route. Et là, on dit, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est quoi notre mission? C'est quoi nos intentions? Qu'est-ce qu'on veut servir en ce moment qui a du sens pour nous? Et c'est vraiment l'élément central pour retrouver son pouvoir, c'est de revenir à notre intention, à notre mission. Ensuite, pour transcender la posture de sauveur à l'égard de nos collaborateurs ou à l'égard de le fait de rechercher donc des sauveurs, c'est de se positionner davantage comme coach. Et comme coach, à ce moment-là, l'idée étant d'amener les gens à contacter leurs ressources. On présume qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils ont en eux déjà toutes les ressources qu'il faut, mais est-ce qu'on peut les aider à clarifier ce qu'ils veulent, à créer aussi un climat de sécurité psychologique qui leur permet d'expérimenter des choses, de se faire confiance. Donc, pour l'apprentissage organisationnel, pour le développement, cette question et l'innovation, donc, cette question-là de créer de la sécurité psychologique, de sentir de la bienveillance, que les gens care pour nous ici, se soucient de nous, c'est quelque chose qui va être fondamental. Alors donc, on amène de la bienveillance ici dans une posture de coach. Et finalement, une alternative au fait d'être déstabilisé par le problème ou une personne qu'on pourrait appeler persécuteur, c'est se positionner aussi comme challenger. Et donc, le challenger, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va oser remettre des choses en question. Il va vous mettre au défi. Je pense que tu es capable de faire mieux que ça. Je pense qu'on est capable de faire mieux que ça. On peut se remettre en question soi-même aussi. Quelle est notre part de responsabilité dans cette situation-là? Et est-ce qu'on ose donc se remettre en question, pas d'une façon qui soit agressive, ça peut être extrêmement respectueux. Et l'idée, c'est d'oser remettre en question nos façons habituelles de voir, de penser, d'agir, qui peuvent avoir concouru à la situation qu'on déplore actuellement. Alors, c'est vraiment une façon de reprendre son pouvoir que de se positionner là dans ce que notre ami Emerald appelle le triangle de l'empowerment à ce moment-là. Un peu dans la même veine, finalement, Emerald soutient qu'il y a trois grandes questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut offrir le meilleur de soi-même dans des contextes d'adversité, de changement. La première, donc, c'est de se dire sur quoi je pose mon attention. Est-ce que je pose mon attention sur le problème, sur ce qui me fait sentir une perte de pouvoir, ou est-ce que je me concentre au contraire sur sur mon intention, sur ma mission, sur le résultat que je vise. Alors, c'est vraiment là, donc, une première source de pouvoir majeure. Est-ce que je me sens sur le problème plutôt que sur l'intention? Deuxième façon, c'est comment j'entre en relation avec les autres. Est-ce que j'entre en relation de manière à croire qu'il y a des victimes, qu'il y a des sauveurs, qu'il y a des persécuteurs ou des problèmes? Ou est-ce que j'entre en relation avec eux en voyant leur capacité créatrice, en les soutenant là-dedans, puis en les respectant suffisamment, puis en me respectant suffisamment moi-même pour pouvoir remettre en question nos façons d'opérer, nos façons habituelles de faire? Et dernière question que Emerald amène, c'est une question par rapport à comment je m'engage dans l'action. Est-ce que je m'engage d'une manière qui est réactive ou est-ce que je m'engage d'une manière qui est créative? Alors voilà. Donc, ultimement, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais couvrir avec vous. Simplement, donc, mentionner comment vous avez ce pouvoir comme administrateur, comme dirigeant, comme citoyen, d'avoir une posture qui est porteuse de sens, de sécurité psychologique et d'espoir. Pour peu qu'on accepte, qu'on puisse imaginer que les changements dans lesquels on s'engage puissent durer, qu'on n'a pas le contrôle dessus, que oui, on vit de l'incertitude, oui, on vit des moments de vulnérabilité, qu'on peut naviguer dans différents niveaux de complexité, d'ordre et de désordre, et qu'il y a des situations qui s'appliquent, des modes qui sont plus pertinents que d'autres, et finalement qu'on peut créer des dynamiques qui soutiennent le fait de se déployer dans ses meilleures capacités.
Alors voilà donc qui fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager. Merci, Charles. C'est déstabilisant, forcément, de prendre conscience puis de faire je dirais, cette pause, ou en fait, quand tu parles d'un moment maintenant pour reconnaître, bien que je ne suis pas certaine que tu as eu encore à porter un bébé, mais enfin, quand même, tu as certainement vu ta conjointe, alors tu sais que les 3 premiers mois, effectivement, où on se situe, c'est pas simple, c'est pas simple. Est-ce que tu dirais que la pandémie va vraiment transformer les choses, ou c'est plus un symptôme? Pour les conseils d'administration, il y avait une question à cet effet-là. Est-ce que ça aura un impact permanent? Si j'entends ce que tu dis, je dirais que c'est davantage un symptôme et qu'on devra probablement être assez intelligent pour faire les bons constats puis prendre les bonnes postures dans l'avenir. Oui. Effectivement, j'ai l'impression que si la pandémie se limite juste à la pandémie, ça ne changera pas grand-chose. On risque de revenir à nos vieilles habitudes. Par ailleurs, avec ce qu'on entrevoit là, comme changement, donc il est vraisemblable que ce n'est qu'une première étape dans un changement plus grand. Peut-être une chose que j'ai pas mentionnée, mais c'est que ça se passe probablement pas du jour au lendemain, les changements que je vous décris. Ça peut se faire sur des années, mais il va vraiment y avoir, ça risque de se faire quand même plus rapidement qu'on l'anticipe. Par ailleurs, il y aura sûrement des ajustements, comme par exemple le fait de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement, de se préparer à une période de contraction économique. Assurément, ça va être présent, mais je doute qu'à elle seule, la pandémie va amener un changement qui soit assez significatif. Est-ce que tu penses, dans le fond, cet examen-là que l'on doit d'abord faire nous-mêmes, avoir un constat envers nous-mêmes, un conseil d'administration, c'est souvent 9, 10, 14 personnes. Forcément, tout le monde ne fera pas cet exercice-là, ou en tout cas ne la fera pas au même rythme. Comment on peut aborder ces défis-là quand on est sur un conseil d'administration dans une équipe où on va être dans un mode collaboratif, essentiel, je le comprends bien, mais tout le monde n'aura pas l'intelligence, ou enfin, peut-être pas l'intelligence, c'est pas le bon mot, mais la bonne perspective. Vraiment de tomber dans l'espèce de créativité requise, effectivement, puis à quel rythme, puis comment on fait comme membre de conseil d'administration pour faire une différence dans un groupe de 13-15 personnes qui n'auront pas tous entendu Charles Baron, là? Oui. Il y a peut-être, en tout cas, sûrement dans la posture personnelle, justement, de imaginer ou d'inviter le conseil d'administration à imaginer des possibilités ou des scénarios possibles. Et donc, ça élargit le spectre des possibilités. Si jamais ces situations-là surviennent, on va être moins pris au dépourvu. Alors, ça peut être un premier élément. Ensuite, je reviens toujours à une invitation que Michel Clerc fait dans le module 5 sur l'importance de cultiver des rapports de confiance, d'avoir confiance dans nos partenaires, dans leur bonne volonté. Lorsqu'ils peuvent prendre des positions justement qui peuvent nous apparaître moins éclairées, ils essaient de répondre, ils essaient de jouer leur rôle du mieux qu'ils le peuvent. Et si on présume de cette bonne volonté-là, on ne les voit pas comme des adversaires qu'il faut compenser, par exemple, mais on va plutôt les voir comme des voies nécessaires. Donc, nous-mêmes, sortir d'une logique d'impuissance ou de polarisation, mais de voir que tout un chacun a amené son point de vue. Un défi. Oui, assurément. On reste humain. Et je pense que c'est la clé quand même d'être bienveillant à l'égard de soi-même, d'abord et avant tout. Oui, tout à fait. Pour arriver à faire cette démarche-là, ce changement-là. Donc, écoute, Charles, il est déjà 12:01. On arrive à la fin de cet entretien. On aurait pu évidemment t'entendre encore longtemps. Je te remercie infiniment. Donc, on se revoit éventuellement à l'automne, espérons-le, notamment au module 5. Et à tous, je dis bonne semaine. Je vous donne toutefois rendez-vous la semaine prochaine, lundi. Nous allons avoir la chance de s'entretenir avec Annick Mongeau en situation de crise, comment positionner la gouvernance, comment la positionner en situation de reprise. Donc, c'est un rendez-vous lundi prochain à 11h30. Je vous souhaite une belle semaine, un bon déconfinement progressif. Merci. À bientôt. Bye.